Est-ce que on a encore de l'information en France? Non, parce que franchement, des fois, c'est à se demander quand même. Hein. Nous, au Canard, on est là depuis 5 ans, mais on a vu des médias se renforcer jour après jour, encore et encore, pour se transformer totalement aujourd'hui et ouvertement en organes de propagande du pouvoir. Ou alors comme des organes de propagande d'une ligne politique pour que certains milliardaires puissent s'accaparer ce pouvoir-là. Et le pire là-dedans, c'est qu'ils disent tous qu'en réalité, ils luttent évidemment contre la propagande, sauf évidemment quand c'est leur propagande à eux. Et du coup, Aymeric, qui est à l'écriture de cette vidéo, va vous dire comment contrer cette propagande avec la question la plus simple du monde, de quoi on parle. La croissance, elle est partout dans les médias et chez les politiques. Si elle est basse, c'est une catastrophe. Et si elle est haute, là par contre le gouvernement s'en félicite. Ils vont même jusqu'à inviter le ministre de l'économie au JT le plus regardé de France pour parler de ça. Et s'il y a tant d'efforts déployés, c'est que cette croissance doit être importante, tu vois. Et puis si on est obligé de revoir les prévisions de croissance à la baisse, mais là c'est la catastrophe, là c'est sûr. Allez, on sort notre arme de propagande et on se pose la question, on parle de quoi là en fait? La croissance, c'est l'évolution du PIB, le produit intérieur brut sur une année. Ce PIB, c'est l'un des indicateurs de la quantité d'activité économique, donc en gros, ça compte ce qui est acheté, produit et consommé. Et il y a vraiment plein de critiques à faire sur cette notion de PIB en vrai. Hein. Mais quand on parle de croissance, et ben là, on parle d'une croissance du PIB, donc d'une augmentation de ce PIB. En gros, si le produit intérieur brut de votre pays, c'est 100 milliards de dollars en 2022, une croissance de 10% pour 2023, ça veut dire qu'on rajoute 10 milliards de dollars en 2023 et qu'on arrive à un total de 110 milliards d'échanges qui ont été faits. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais important, on compte ça en dollars, hein, mais ça veut pas dire que cet argent il existe quelque part. C'est juste que toute l'activité économique, toute, voilà, est convertie en une seule unité et on fait la somme de manière indifférenciée de toutes ces activités pour avoir un gros nombre, vraiment un très très gros nombre. Ouais, tu sens le truc un peu foireux là, non? Et forcément, là du coup, quand on pense qu'il y a eu 1% de croissance en France là et que ça panique TF1 et BFM, nous on commence déjà à voir un peu plus clair dans cette histoire. En 2022, la France a un PIB de 2770 milliards de dollars. Autrement dit, c'est une quantification abstraite qui n'existe pas vraiment de l'activité économique qui est absolument énorme en France. On est presque à un record, mais en 2021, on était à 2950 milliards. Et ça, c'est sur un an, on compte même pas ce qui a été produit dans les années précédentes et qui existe toujours à ce moment-là. Et donc là, une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on voudrait produire plus que ça? Pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours battre des records? Est-ce que c'est pas étrange de vouloir continuer à faire grossir des chiffres pareils? Surtout que si on produit par exemple 1 milliard de plus par rapport à l'année dernière, et ben ça peut finir aussi en fric ou en villa ou en voiture pour les milliardaires. Ce qui fait qu'on a une croissance de 1 milliard, on est content, mais ça tombe dans les mêmes poches et nous on voit pas la couleur de cet argent-là. Du coup, qu'il y ait une croissance de la richesse, d'accord, mais une croissance de la richesse pour qui? Au final. Et imaginez que ce milliard-là, en réalité, c'est l'augmentation de l'activité économique des marchands d'armes. Voilà. Ils envoient des obus par milliers et par milliers en Israël. Imaginons, vraiment, imaginons. Et ben, c'est pas ce qu'on veut. C'est une croissance, d'accord, du PIB, d'accord, mais on ne veut pas vendre des armes. C'est une activité qu'on ne veut pas. On peut aussi imaginer un cas de figure, mais totalement imaginaire, un genre Sanofi. Ils vendent et ils propagent partout des médicaments qui sont en fait des poisons. Et ben, la vente de ce médicament, ça crée du PIB. Donc, Bruno Le Maire et TF1, ils sont contents. Et en plus, l'année d'après, quand tout le monde va être malade et qu'ils vont devoir reprendre d'autres médicaments pour soigner cette maladie, ça va créer du PIB aussi. Donc en gros, rendre malades les gens et les soigner après, eh ben c'est ce qu'on appelle du PIB. Ouais. Avec ce principe de PIB, on ne juge ni l'activité produite, ni comment cette production est répartie. C'est juste un nombre magique. Voilà. Et les journalistes, ils vont pas plus loin que ça. Donc vous voyez là, il suffit de poser la question de quoi on parle et on commence à réfléchir à nouveau. La propagande a un de ses objectifs, c'est de mettre des grains de sable dans les rouages de notre pensée. Et là, on a à peu près remis en route le truc. Par contre, le canard, c'est encore assez petit pour le moment. Et nous, pour le coup, on a besoin de croissance aussi. Des croissances évidemment de contenu, d'analyse et tout ce que vous connaissez sur Canard Réfractaire et Actu Réfractaire. Donc il y a le lien vers Tipeee si vous voulez nous faire un don récurrent, c'est comme ça que vous pouvez nous soutenir. Nouvel exemple avec les fiches S. Et en plus, ça, c'est ancré dans les circonstances actuelles puisqu'il y a un député qui est fiché S aujourd'hui. Raphaël Arnaud est un candidat élu du nouveau Front Populaire qui a été parachuté dans le Vaucluse. Au départ, c'est surtout un Lyonnais qui fait partie de la Jeune Garde antifasciste, un groupe qui a tendance à affronter physiquement des groupes d'extrême droite. D'ailleurs, il est même en procès pour ça. Mais ça, ce n'est pas ce qui saute tout de suite aux yeux de la propagande médiatique. Voilà ce qui est dit sur BFM et RMC. Les 3 fiches S qu'il a,
Ce sont des fiches S de la DGSI, du renseignement territorial et de la préfecture de police de Paris et qu'il est considéré comme dangereux. Le plus important, c'est l'insistance sur le fait d'être fiché S. Sachant qu'il n'a pas une fiche S, il n'a pas 2 fiches S, il a 3 fiches S. Vous imaginez à quel point c'est dangereux? Mais attendez, on parle de quoi là? Bon, pour celle-là, on est carrément allé sur le site de Vie Publique, le site officiel français. Et sur la page de ce rapport de 2018 sur les fichiers S, il est bien écrit que la fiche S, ce n'est pas ni un indicateur de dangerosité, ni un indicateur de radicalisation. C'est un outil de renseignement qui n'est pas lié à une affaire juridique, et d'ailleurs, c'est pas du tout censé être public, parce que sinon ça perd son efficacité, puisque si t'es surveillé et que tu le sais, bon bah voilà quoi. C'est un des risques qui justifie l'existence de ce rapport d'ailleurs, qu'il parle justement de la propagande déjà en cours en 2018. Allez, je cite le rapport. À chaque attentat qui a frappé la France, le débat public s'est inlassablement concentré sur la supposée défaillance de ces services de renseignement, illustrée par leur incapacité à surveiller et à neutraliser des individus fichés S. Nombreux sont ceux aussi qui ont proposé diverses mesures emblématiques visant à prévenir le passage à l'acte des personnes fichées S, par exemple leur placement en rétention administrative ou sur surveillance électronique ou une large diffusion du fichier S. Ce rapport, il a été fait par un ancien sénateur Les Républicains, pour vous dire, j'ai nommé François Pillet, qui est maintenant membre du Conseil constitutionnel. Mais déjà, il alerte sur ce qu'on appelle le syndrome de la fiche S. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fiche S, elle est collée par l'administration française de manière totalement arbitraire, sans procès. N'importe qui peut être fiché S si l'administration le décide. Il suffit donc que le gouvernement mette en place une fiche S sur un opposant politique et après de faire fuiter cette information dans les médias pour que tous les journaleux le répètent abondamment, il y a un fichier S, il y a un fichier S, et le décrédibilise, alors qu'encore une fois, la fiche S, ça ne veut rien dire. N'importe quel gouvernement rêverait d'avoir des médias aussi zélés à leur botte. D'ailleurs, ils ont fait pareil avec l'antisémitisme supposé de la France insoumise. Par exemple, si David Guiraud était l'odieux raciste anti-juif que les médias prétendent qu'il est, eh ben ces médias devraient porter plainte et ils gagneraient parce que c'est un délit en fait d'être raciste comme ça. Sauf qu'en fait, ils perdraient ce procès parce que David Guiraud, il est pas raciste quoi. C'est ça le problème. Du coup, ils l'accusent, mais ils vont pas plus loin. Comme avec le drame de Rutel Krief en fin d'année dernière. Bref, les médias, ils accusent leur adversaire de porter une étiquette qu'ils ont eux-mêmes posée. C'est ça qui est merveilleux dans la propagande. Un peu plus technique, vous l'avez vu dans plein d'articles et à la télévision, les massacres qui se sont produits à Gaza ont été qualifiés sous le nom de guerre Israël-Hamas. C'est appelé comme ça partout, donc ça doit être une appellation normale, non? Et là encore, notre fameuse question, de quoi on parle? Déjà, quand on parle d'Israël, on parle de l'État israélien, un État qui occupe depuis 75 ans des territoires déjà peuplés et qui traite la population qui était déjà là au mieux comme des sous-citoyens, au mieux comme des sous-hommes qu'ils peuvent massacrer. Ça veut dire un harcèlement administratif, policier, des vols de propriété et même de temps en temps des massacres. On appelle ça un État colonial. Et le Hamas, dont on avait fait une vidéo d'ailleurs avec Paul Elec, que vous pourrez retrouver sur la chaîne, c'est un groupe politique islamique reconnu comme terroriste. Enfin, reconnu par les instances françaises et compagnie. On peut donc parler de guerre et l'État israélien ne s'en prive pas, comme nos médias. Et la guerre dans cette histoire, c'est quoi? Ça paraît une question bête, mais pourtant c'est intéressant de la poser. Aujourd'hui, si on prend un point de vue légaliste, d'accord, la guerre, ça a des règles, tu vois, et t'as même des groupes qui ont été bannis des communautés internationales pour avoir enfreint ces règles-là. Les groupes armés sont censés éviter les morts des civils, n'attaquer que des cibles militaires, traiter avec des humanitaires, des prisonniers, les malades, riposter aux attaques de manière proportionnée. Donc si on veut parler de guerre dans les médias et qu'on veut avoir un espèce d'appui juridique, il faut prendre cette définition-là. Sauf que, évidemment, vous l'avez bien compris, aucune de ces règles n'ont été respectées par l'État israélien. Le 7 octobre, après l'attaque du Hamas qui a fait 1200 morts en plus des prises d'otages, tu as Netanyahou, le premier ministre israélien, qui a décidé de considérer tous civils palestiniens comme des membres du Hamas. Depuis, on compte des dizaines de milliers de morts civiles. Les chiffres les plus bas, et on est probablement largement au-dessus, parlent de 40 000 morts. Et ça, c'est ceux qui ont été comptés dans les hôpitaux. Mais vu que les hôpitaux ils ont été détruits, t'as plus personne qui prend en compte les nombres de morts. Et les bombardements, ils continuent. Et la famine aussi. Alors tu as des manifs qui explosent de partout avec des occupations et tu as même des organisations internationales comme la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice et l'ONU qui considèrent qu'on est proche du génocide, mais pas le gouvernement israélien et pas les médias français. Alors ça vous paraît peut-être évident à vous parce que vous avez peut-être vu toutes ces images horribles qu'on voit circuler sur les boucles Telegram ou sur Twitter. Mais tu as plein de personnes qui n'ont pas vu ces images-là, qui se contentent de regarder les médias parce que c'est ça leur habitude malheureusement, et du coup ils peuvent pas se forger un véritable avis, et eux aussi ils parlent de guerre encore. C'est là où le piège médiatique se renferme sur nous. La propagande est installée et donc on doit se poser la question de quoi on parle. Les médias français, par simple appellation de la guerre Israël-Hamas, ils reprennent le vocabulaire du gouvernement israélien. Pareil pour le fait de traiter toutes les personnes critiques d'antisémites, tu vois, c'est la
stratégie de ce gouvernement. Alors posons-nous la question, comment ça s'appelle une guerre qui respecte aucune des règles de la guerre si ce n'est un massacre? Or, dans les médias en France, c'est très souvent présenté comme une guerre. Comme si tout ce que fait l'armée israélienne était nécessaire et serait dû à cette fameuse guerre. Le premier élément de propagande, c'est la répétition. Le deuxième, c'est de taire tout le contexte. Sur la croissance, les fichesses ou la guerre Israël-Hamas, on est clairement là-dessus. On répète les mêmes termes à l'identique, comme des slogans, littéralement, des dizaines et des dizaines de fois par jour, c'est répété. D'ailleurs, c'est une méthode publicitaire, la répétition. Pensez par exemple à un fameux VPN, vous pensez à NordVPN, ou à un jeu qui arnaque des milliers de gens et vous pensez à Raid Shadow Legends. Ces pubs-là ont été massivement répétées dans tous les contextes sur YouTube. Et bien là, c'est exactement pareil avec la propagande, mais pour des objectifs politiques. Et prenez par exemple les pubs de SFR. C'est SFR qui les fait, donc pour eux, tout est magique, tu vois. Mais on peut aussi rajouter un petit peu de contexte, et là, ça change totalement la chose. On peut dire par exemple que la boîte, elle a d'énormes dettes, tu vois. Le fait que ça les a forcés à vendre leur levier d'influence de ouf qui était BFM TV, et qu'un demi-million de clients sont partis de chez eux en 2024. Et du coup, ça donne beaucoup moins envie. Et bien, ce qu'on fait là pour le secteur économique, entre guillemets, il faut le faire aussi pour le secteur politique. Et ça, on y arrive avec une simple question, de quoi on parle. C'est la première arme que nous avons contre la propagande. Après, évidemment, ce n'est pas la seule arme contre les propagandes, tu en as bien plus que ça, alors n'hésitez pas à nous dire par commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, comme ça on pourrait continuer un peu cette série. C'était Aymeric à l'écriture, Pixel au montage, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à notre chaîne quotidienne aussi qui s'appelle Actu Réfractaire. Sur ce, des bisous et à la prochaine.